Est-ce que je fais les meilleures photos de mariage du marché? Non. Est-ce que je suis un des gars qui a réussi à les facturer le plus cher? Oui. En France, on a ajouté un mariage et les clients américains, ils ont payé 20 000 $. Le mec me dit ça, 3 mois après, j'ai claqué ma dette. Est-ce que tu peux nous dire déjà aujourd'hui, comment est-ce que tu factures en moyenne? Quelles ont été les étapes pour en arriver là où tu es aujourd'hui? J'ai des clients, ils ont mis 60 millions sur leur mariage. Donc t'imagines bien que ces mecs-là, ils vont pas booker le photographe pour 1 500 €. Quel a été pour toi le meilleur investissement dans ta marque? Pas forcément financier, hein, mais d'une manière générale, le meilleur investissement. Intéressant ça. Pendant la cérémonie, je suis un mec qui me tape sur l'épaule, je me retourne. C'est Manuel Neuer. C'est que tous les ans, mon tarif moyen devient le tarif le plus bas. C'est-à-dire que je ne veux plus travailler à moins que la moyenne de l'année d'avant. Très très fort ce que tu dis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième podcast. Et pour ça, j'ai l'honneur d'avoir avec moi un invité d'exception. Il est photographe de mariage, entrepreneur, businessman, homme d'affaires. Bref, il a clairement plusieurs casquettes. Et sincèrement, pour moi, c'est le meilleur photographe all time. Il a été publié dans des magazines tels que Vogue, Harper, Elle ou encore le New York Times. Laissez-moi vous introduire le très grand et talentueux Greg Fink. Waouh, merci carrément. Merci Romain. Greg. Businessman, tout ça quoi. Ah bah oui, quand même. J'ai cru pendant 2 minutes que tu introduisais Bernard Tapie quoi. Il fallait quand même que je fasse une introduction de qualité, j'ai un invité de qualité. C'est vrai. C'est Merci important. beaucoup en tout cas. Merci de ton invitation. Je t'en prie, comment tu vas? Écoute, je vais très bien. C'est un plaisir d'être ici. Je suis en pleine forme. Le mois de mars a été relativement régénérant pour moi et assez cool en termes de déplacement. Ok. Donc je suis en pleine forme, tout va bien. Bah super, en tout cas moi je suis très content de t'avoir ici. Merci de ton C'est un invitation. honneur pour moi sincèrement de te recevoir. Parce que je t'ai beaucoup suivi bien évidemment. Dans un premier temps, je pense que ça va être mon habitude. Est-ce que tu peux te présenter, même si je t'ai quand même bien introduit, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, alors écoute, moi je suis Greg Fink, je vais avoir 45 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants, Juliette et Andrea, qui ont 7 et 13 ans. Et ça fait 15 ans que je suis photographe de mariage. C'est ma deuxième vie, parce que moi je viens du business, je pense qu'on va s'y attarder un peu. Bien sûr. Donc moi j'ai fait une école de commerce en France, j'ai fait un MBA aux États-Unis. Et ensuite j'ai bossé pendant 10 ans dans une grosse boîte. J'étais chez Procter & Gamble. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une grosse boîte de grande conso qui vend des marques comme Gillette, Ariel. Donc c'est de la lessive, des rasoirs, des couches Pampers. D'accord. Donc très très grosse boîte de grande conso pour laquelle j'ai occupé différentes fonctions dans le marketing et le commercial. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans et ensuite je me suis reconverti comme photographe de mariage. J'ai photographié mon premier mariage en 2009. Donc c'est un peu plus de 15 ans et j'ai quitté mon job, on pourra revenir dessus, en 2014. Donc Ok. ça fait 15 ans photographe de mariage, un peu plus de 10 ans full time. Ok, super, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, on y reviendra par rapport à ton parcours. Mais dans un premier temps, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que j'aimerais savoir dans quel contexte tu as grandi quand tu étais petit. J'ai vu que ton papa était photographe. Ouais. Je suppose que c'est lui peut-être indirectement qui t'a lancé vers cette passion-là. Mais au-delà de ça, est-ce que tu avais d'autres passions, d'autres choses qui te faisaient vibrer quand tu étais plus petit? Écoute, moi j'ai eu une enfance assez, j'allais dire compliquée, c'est pas le mot, j'ai manqué de rien matériellement. Mes parents bossaient beaucoup. Ils sont tous les deux entrepreneurs. D'accord. Donc mon père, il était photographe, mais c'était une passion, mais il a monté sa boîte. Ma mère avait monté sa boîte aussi, et donc il partait bosser à 8h le matin et rentrait à 20h, 21h le soir. Oui. Donc nous, on a grandi dans une grande maison. On était aisés, on va dire. Hein. Je dis on parce que donc j'ai une sœur qui a 4 ans de moins et j'ai un frère qui a 10 ans de moins. Et on a manqué de rien, mais on était un peu livrés à nous-mêmes dans cette grande maison. D'accord. Donc il y avait quelqu'un qui nous gardait la journée, etc. Mais on avait des passions qui étaient assez solo, quoi. D'accord. On voyait peu de potes. Et puis moi, assez rapidement, j'ai eu un peu des soucis au collège. J'étais pas très bien intégré. C'est-à-dire? Moi, j'étais pas bien intégré parce que déjà, on avait la grosse maison du village, donc on se faisait un peu chambrer sur le sujet. Ma mère, elle nous habillait un peu old school. Donc moi, je me rappelle, j'ai lutté pour avoir mon premier jean. Je crois que j'ai eu mon premier jean à 14-15 ans. Ah oui, ok. Et donc, on était un peu habillés, je dis souvent, comme des choristes, quoi. Tu vois, c'était un peu, un peu D'accord. old school, un peu années 60 et tout. Et du coup, déjà que nous, on avait du mal à s'intégrer, ça nous a pas forcément aidé, quoi. Et l'autre truc, c'est que moi, je suis toujours, peut-être que je travaille sur le sujet, mais moi, j'étais
timide maladif. Ah ouais? Mais On dirait pas du tout. Hein. Ouais, j'ai bossé un peu. D'accord. J'ai bossé un peu, mais timide maladif, mais à un point où t'imagines même pas, genre ça me faisait mal au ventre. Moi, je me rappelle, j'étais gamin, j'avais de l'argent de poche, j'ai acheté ma première paire de baskets. Le vendeur, il me ramène une paire, j'osais pas lui dire qu'elle était trop petite. Je les ai achetées, quoi. Ah ouais, C'était carrément, à ce niveau-là. D'accord. Et je me rappelle ma grosse brûlure quand j'étais gamin, c'était au club de foot et tout, fallait vendre des tombolas, sonner chez les gens, mais ça me c'était horrible. Tellement mal. Waouh. Et donc moi, si tu veux, le souvenir positif de quand j'étais gamin, c'est vraiment me retrouver dans ma chambre noire, parce que donc dans cette grande maison, on avait une chambre noire, parce que à l'époque, on se parle de ça, c'était de la photo argentique. Ok, donc c'était des tirages et autres, c'est ça. Le digital n'existait pas. Okay. Donc tu faisais de la photo sur pellicule, on développait nos négatifs et on tirait nos négatifs donc sur du papier photo Ilford, etc. Et moi, très rapidement, mon père, il m'apprend à faire ça. Et pour moi, si tu veux, c'est de la magie. C'était que tu passes de faire une photo sur un truc que tu vois pas à d'un coup d'un seul, tu vois la photo qui apparaît dans tes bacs de chimie. D'accord. Donc moi, je passe beaucoup de temps dans cette chambre noire. Et pour moi, c'est vraiment un peu de la magie. Et ça devient ma passion. Alors, j'ai tous mes potes, ils jouaient, enfin, je dis tous mes potes comme si j'en avais eu beaucoup, j'en avais pas non plus de ouf. Mais tous mes potes, ils jouaient au foot, ils jouaient au basket, et puis moi, je faisais de la photo, si tu veux. D'accord. Donc, c'est des souvenirs assez positifs par rapport à la photo. Ça arrive très tôt. Je pense que je fais mes premières photos à 12-13 ans. Ah oui, quand même. Mon père, il me file un appareil, c'est un Rolleiflex 35 mm. Tu vois le truc aujourd'hui, je pense que si je le vends sur eBay, ça vaut un bras. Donc, c'était direct un super appareil photo. Mais je me rends pas compte que c'est quelque chose de quali, quoi. Que c'est un truc quali, tu vois. J'apprends à en faire. Je trouve pas ça très compliqué. Assez rapidement, ça devient assez naturel. Et donc, c'est un truc que je fais vraiment à côté comme ça. Donc, ça, c'est un peu mon enfance. Donc, le lycée, après, ça allait mieux. Mais collège, vraiment, des années difficiles dans mon rapport avec les gens. Et je le dis parce que je pense que j'ai toujours gardé ça. C'est que moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais je suis quelqu'un qui observe. Et en fait, l'appareil photo a mis une espèce de barrière entre moi et les gens. Et je me rappelle, pareil, quand j'ai commencé à être invité dans des booms ou des trucs comme ça, moi, j'étais le mec qui restait dans un coin. Et en fait, c'est un peu ce que je fais aussi aujourd'hui sur un mariage. Je suis le mec qui reste dans un coin. En plus, j'ai un filtre entre moi et les gens, donc ça me va bien. D'accord, ok, super. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Et justement, donc, pour revenir sur ton parcours professionnel, donc tu disais que tu avais fait une école de commerce, ensuite tu as fait un séjour aux États-Unis et 10 ans chez Procter & Gamble. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vu pendant ces différentes étapes-là et au final, qu'est-ce que ça t'a apporté pour ton business aujourd'hui? Ouais. Écoute, moi je fais une école de commerce parce que j'avais pas beaucoup de curiosité en étant gamin et mes parents ils m'avaient dit si tu fais une école de commerce, grosso modo, c'est l'assurance que tu auras une situation correcte. Moi, j'ai fait une école de commerce, ma sœur, elle a fait une école de commerce, mon frère, il a fait une école de commerce. C'est la famille. Et mes parents avaient fait une école de commerce avant moi. Donc, si tu veux, c'était un truc, on se posait pas trop de questions, on allait dans cette voie-là. Je fais une école de commerce assez rapidement. Moi, j'ai bien aimé le lycée. Ensuite, j'ai fait 2 ans de prépa. Ça se passait bien pour moi. J'étais plutôt bon en maths, j'étais plutôt bon en histoire géo, j'étais nul à chier en français. Mais ça se passe plutôt bien pour moi et j'arrive en école de commerce et assez rapidement, je me dis, putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Ah ouais, carrément, déjà. Ouais. Ok. Et alors là, écoute bien, ça va te plaire parce que le premier, donc assez rapidement en école de commerce, on te dit, un gars, il faut faire un stage. Bien sûr. Plutôt finance, marketing. Ça, je dis, honnêtement, j'en sais rien. Mon père est dans la finance. Visiblement, c'est là où on gagne un maximum de blé. Je vais faire de la finance. Et je trouve mon premier stage en centre d'affaires chez Natixis et je fais de l'analyse crédit. Ah oui, ok. Donc, j'analyse des dossiers de crédit pour savoir si oui ou non la banque peut prêter à des sociétés qui faisaient entre 5 et 50 millions de chiffre d'affaires. Excuse-moi, c'était que pour les pros, pas pour les particuliers? Que pour les pros. Ouais, ok, d'accord. J'étais dans un centre d'affaires à la Défense et c'était que pour les pros. Tous les jours, gars, j'y vais, j'arrive à la Défense, j'ai envie de me flinguer. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là et tout. Et j'étais dans une tour, j'avais vu sur le parvis de la Défense, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et le stage, il durait 6 mois. Ah oui, quand même. Après 2 mois, je démissionne. Ah ouais, t'as pas tenu c'est impossible pour toi de tenir. Et là, 6 mois. gars, quand tu démissionnes d'un stage, t'es quand même pas le mieux parti dans la vie. Ça c'est sûr. Ça aide pas. Et le gars, je me rappelle, le gars du centre d'affaires, je vais le voir, je dis, je démissionne. Il dit, non, ça existe pas, ça. Stagiaire, il démissionne pas. Je dis, si, watch me, quoi, je reviens pas lundi, quoi. Wow. Donc là, je me reconvertis. Il y avait un pote, il était en marketing chez Vuitton. Il me dit, moi, je finis mon stage, tu peux récupérer le stage. Je fais 6 mois de marketing chez Vuitton, c'était cool.
mais pas ouf non plus. Toujours en stage chez Vuitton. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'il fallait que je me reconvertisse dans un oui. autre stage parce que j'avais 6 mois de stage à D'accord. valider, quoi. Ok. Et arrive la fin de ce truc-là, et là, deuxième temps de la danse en école de commerce, les gars te disent maintenant il faut faire un stage à l'étranger. Waouh. Je dis putain, déjà qu'en France ça m'a pas plu, mais alors à l'étranger et tout. Et là, il y avait un gars l'année d'avant, il avait trouvé un filon, il avait été steward chez Air France. Waouh. Et ça validait, il avait trouvé le moyen de faire valider ça comme un stage à l'étranger. D'accord. Donc là, moi je pars steward chez Air France, et t'étais je vis steward. ma meilleure vie pendant 2 mois. Waouh, incroyable. Les mecs, ils me donnent mon planning, ils disent, bah là, tu vas à New York, après, tu vas à Los Angeles et tout. Et c'est Ok. 2001, donc c'est juste avant le 11 septembre. D'accord. Et donc, je fais ça en juillet-août 2001. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, à un moment, je me suis posé la question pendant ce stage chez Air France de dire, attends, la vie, c'est cool, t'es bien payé. Ouais. Je me suis limite posé la question de planter mon école de commerce pour Ah partir ouais, là-dedans. d'accord, carrément. Et donc, je dis ça parce qu'en fait, il y a un lien avec le voyage. Là, je me suis D'accord. rendu compte, je me suis dit, c'est quand même vraiment cool de voyager. Ok, je vois où tu vas en venir. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que donc je valide mon stage chez Air France et à un moment, l'école de commerce te dit, bon, bah maintenant, il faut faire un semestre à l'étranger, donc dans une université. Où est-ce que tu veux aller? Moi, j'étais comme un ouf sur les États-Unis. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai un peu joué au basket. Moi, j'étais très proche de mon grand-père maternel quand j'étais gamin. Mon grand-père maternel, il était intendant dans le club de basket de Dijon, qui est un club pro. Oui. Il s'occupait des équipements. Donc Oui, moi, je vois. l'été, j'allais le voir. Il me présentait les Tu joueurs. vois ça de très près, quoi. Il y avait les joueurs américains. J'étais là, waouh, moi j'ai un Walkman cassette. Lui, il a déjà un truc lecteur de CD et tout. J'avais l'impression que les US, si tu veux, c'était là. Et surtout, je regardais Canal+ la nuit et je regardais Michael Jordan contre Magic Johnson, genre les D'accord. finales NBA et tout. Ok. Donc moi, je dis, je vais aller aux États-Unis. Les États-Unis, c'était super dur à voir parce que tout le monde voulait y aller. Oui. Tout le monde voulait aller à New York ou en Californie. Et il y avait un échange qui était en Caroline du Nord. Personne ne le voulait. Je dis, moi, je prends la Caroline du Nord parce que Michael Jordan, il vient de Caroline du Nord. Et moi, je vais là-bas. marcher dans les traces de Michael Jordan. Bref, je fais 6 mois aux États-Unis et là, je découvre un nouveau monde. Et je me rappelle, c'était au moment de la sortie du premier iPod. Donc, si tu Ah veux, oui. Apple était tout début, il n'y avait pas d'iPhone. Ça fait vraiment vieux con de dire ça. Ça doit- On est en 2004, là. Et j'achète mon premier iPod aux États-Unis et je me dis, putain, je vois des mecs, ils bossent sur des Mac, alors que nous, on avait des vieux PC, ils pesaient 250 Ouais, ouais, des gros kilos, là, Windows et autres. Hein. sur Windows et tout. Je vois des mecs qui bossent sur des Mac, à des terrasses. Il y avait déjà un truc par rapport au Workatom et tout. Et je dis, mais c'est ça la vie, quoi. Les gars, ils ont l'air d'être dans la créa, dans le design, ils bossent sur des terrasses de café et tout. Et ça m'a vachement marqué. Et je suis rentré en France en disant, moi aussi, je veux monter une boîte. Moi aussi, je veux travailler avec les États-Unis. Et là, tu rentres en France et tu te prends toute la lourdeur de, non, gars, monter une boîte, c'est super compliqué. Oui, ok. T'as l'URSSAF, t'as les impôts et tout. Et donc, en fait, je suis parti un peu dans le cheminement Classique. classique. J'ai été recruté chez Procter & Gamble, boîte que j'ai adorée. Mais à un moment, j'ai été rattrapé par cette volonté d'entrepreneuriat, Ok. etc. Et tout ça, ça explique beaucoup de choses par rapport à ma carrière d'aujourd'hui, où j'ai dit, ouais, photographe de mariage, certes, Oui. mais je veux bosser avec les États-Unis. D'accord. 98% de mes clients aujourd'hui sont américains. Ah oui, carrément. Et 2, je veux voyager. Moi, si tu D'accord. me dis, gars, tu shootes tous les week-ends à Paris, je te dis, c'est mort. C'est pas ce qui te fait kiffer, quoi. pas non. ce qui me fait kiffer. T'as envie de changement. Ok. Bah écoute, je savais pas tout ça. En tout cas, merci pour toutes ces précisions et c'est super intéressant. Et justement, donc pour revenir à chez Procter & Gamble, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais là-bas? Et je pense que tu étais peut-être épanoui. Au-delà de ça, je pense que financièrement, tu devais te retrouver. Mais qu'est-ce qui fait que, au final, bon, ok, tu nous as partagé le fait que tu avais ce schéma classique-là, mais qu'est-ce qui fait que tu switches vers la photo et te dire, ok, c'est bon, je me lance? Ouais. Alors effectivement, Procter & Gamble, moi, c'est une boîte dont je dirais jamais de mal parce que je me suis éclaté. J'ai toujours plein de potes qui y sont. C'est une boîte qui m'a énormément appris. C'est une boîte qui m'a formé. C'est une boîte qui m'a fait vachement dépasser cette timidité. D'accord. Moi, je rentre, ils me mettent commercial. Je dis, gars, commercial, je me revois avec les Oui. billets de tombola quand j'étais gamin. Ouais. Tu te dis, ouh là, Je dis, attention ah, là. ça va être chaud et tout. Et ils m'expliquent, ils m'ont formé. Ils me disent, tu sais quoi, Greg, un bon commercial, c'est pas forcément le mec qui a le plus de bagou. C'est pas le mec qui monte debout sur la table. Il y a des techniques et tout. Et donc, à force d'apprentissage, de techniques et tout, je me suis senti hyper bien à l'aise dans cette boîte-là. Et ça se passait très bien pour moi. J'évoluais tous les 1 an et demi, 2 ans. J'avais Ah des oui, quand même. promotions, etc.
En même temps, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'avais rencontré ma première femme à l'EM Lyon, donc l'école de commerce que j'ai fait. Oui. On se marie, on achète un appart à Montmartre, ici à Paris. On a Juliette, ma première fille. D'accord. Et donc, je me dis, bon, bah, c'est cool, j'ai tout le starter pack qu'il faut, quoi. Et je gagnais quasiment 5 chiffres par mois, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. C'était plutôt bien loti, quoi. Ouais, nickel. Ouais, okay. Sur le papier, nickel. Okay. Et tous les jours, gars, dépression. Ah ouais, carrément. Ah, je me réveille tous les matins, je dis, mais qu'est-ce que je fous dans cette life? Mais comment t'expliques que t'es en dépression? Alors, pourtant. Sur le papier, tout va bien. Tout va bien. Et dépression, aujourd'hui, je mets un mot dessus. À l'époque, tu te poses plein de questions. Tu dis, est-ce que t'as pas la maladie du ventre plein? Parce que sur le papier, t'as tout. Et tous tes potes, ils te regardent, ils te disent, gars, t'as pas le droit de te plaindre. Bien sûr. Sur le papier, c'est vrai. Mais dépression, des grosses phases de down, je nique des amitiés avec des potes à cause de ça, etc. Et donc, il y a un moment, je me dis, c'est quoi? Il y a un moment, ça suffit, je vais aller voir une psy parce que ça va vraiment pas, quoi. T'es parti voir une psy, oui, ok. Et là, force de travail sur moi-même, et je sais que Rim en a parlé dans son podcast aussi, tu te rends compte qu'en fait, t'es juste pas dans ta vie, quoi. D'accord. Et qu'il te manque un truc... Qui te fait vibrer, quoi, peut-être. Qui te fait vibrer. Pour moi, c'était l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était la fibre artistique. Moi, je me sentais enfermé dans un truc de dire, c'est quand même pas possible que aujourd'hui, je sais te dire quel job je vais avoir dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, quel salaire je vais avoir. J'ai déjà réservé mes vacances au ski pour l'année prochaine. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas moi, quoi. C'était pas ma personnalité. Je comprends. Et donc ça, c'est cool de faire le constat. Mais après, la porte de sortie, tu l'as pas tout de suite. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme moi, je faisais des photos en hobby, en 2009, j'ai un pote, il dit, écoute, Greg, tu sais, tu fais des photos, nous, on se marie. Pourquoi tu photographierais pas notre mariage? D'accord. Et qu'est-ce que je dois dire avant ça? C'est que moi, mon premier mariage, je le photographie en septembre 2009. Okay. Et moi, je me suis marié moi-même en juillet 2009 avec ma première femme. Et donc, juste après, tu as switché sur... Exactement. Sauf qu'il se passe quoi? C'est que quand moi, je me marie, la photo, c'est super important pour moi. Et donc, je prends un bon photographe de mariage. Oui. J'ai investi quasiment 3 000 €, ce qui en 2009 était... C'est énorme à l'époque. En 2009, c'était beaucoup. Ouais. Et le mec était super bon, etc. Et je le regarde travailler. Alors, il avait des bons appareils parce que c'était du numérique, alors que 2009, t'es vraiment au début du numérique, si tu veux. Mais je me rappelle, c'était des Canon 5D. Et le mec, il avait 2 Canon 5D et il avait un 24-70 et un 70-200 et c'était tout. Et je le vois bosser. Il était seul, il n'avait pas d'assistant, etc. Et je vois les photos et je me dis, mais en fait, il n'y a rien que je ne sache pas faire. Oui, d'accord, je comprends. Et donc, je me faisais une montagne de dire, le mec, ça doit être un truc de ouf et tout. Et je vois le truc, je le vois bosser. Je dis, ouais, c'est très bien. Tu dis, c'est abordable, en fait, au final. Mais c'est grave abordable. Et donc, je me rappelle, en fait, on se marie en juillet 2009. Et juste après, on part en voyage de noces au Brésil. Et juste avant de partir au Brésil, j'achète un 24-70, un 70-200 et un 5D. T'as commencé avec un 5D, alors? Et j'ai commencé avec un 5D. D'accord. Et je suis resté sur Canon très longtemps. Et donc, pendant l'été, je m'amuse au Brésil, je ramène des bonnes photos, et arrive le mois de septembre, et là, j'ai un pote qui se marie, qui dit, Greg, est-ce que tu veux faire des mariages? Des photos, pardon. Je fais des photos sur son mariage. Et le mec m'avait pris, en plus d'un photographe qu'il avait embauché. Ok. Et le mec rend les photos, et il me dit, Greg, on a un souci, c'est que tes photos, elles sont mieux que les siennes. Lui, arrête. Attends, excuse-moi. L'autre photographe, c'était un photographe confirmé, pro. Ouais. C'était un photographe de mariage qu'ils avaient pris. Okay. Et moi, je sais plus s'il m'avait demandé ou si c'est moi qui leur avais dit, est-ce que ça vous embête si je fais quelques photos sur votre mariage, etc. Donc, parce que j'étais invité à ce mariage-là, et je fais quelques photos, et le mec me dit, tes photos, elles sont mieux, et c'est d'ailleurs une de tes photos qu'on va utiliser pour les remerciements, etc. D'accord, ah oui, carrément. Donc là, ça me met la puce à l'oreille, et si tu veux, je commence un peu à répandre le mot dans mes potes que si vous avez un mariage, moi je viens. 2010, gars, 20 mariages. Incroyable. Alors attends, je vais revenir là-dessus. Parce que ça, c'est donc je fais les photos de mon pote, je commence à en parler aux gens. Alors je me vends à genre, je dis qu'est-ce qu'on te doit, vous payez le déplacement, filez-moi 300 € et ça ira bien, quoi. 2010, 20 mariages. Incroyable. Depuis cette année-là, je fais 20 mariages par an. Sauf que du coup, entre 2000 et 2014, je fais 20 mariages à côté de mon taf. T'as les deux. Alors attends, excuse-moi, je vais juste revenir par rapport à ça. Comment tu fais
pour faire un mariage du coup en 2009 pour tes amis et pour passer à l'année suivante avant le mariage, tout en sachant qu'on sait très bien qu'en tant que photographe, le challenge qu'on a tous les ans, c'est effectivement de booker ces 20 mariages. Surtout que à l'époque, la communication elle est différente d'aujourd'hui. Il y avait peut-être pas les réseaux qui étaient autant développés. Comment t'as fait Il n'y avait pas les réseaux. Il n'y a pas les réseaux. Donc, comment t'as fait pour te développer et faire en sorte d'avoir ces 20 mariages-là l'année suivante? Tu sais quoi? Je pense que c'était plus facile quand il n'y avait pas les réseaux. Ah ouais, carrément. Alors après, le truc, c'est que moi, je viens d'une école de commerce. Oui. Les écoles de commerce, il y a une espèce de microcosme où tout le monde se connaît, c'est un gros réseau, etc. Donc, moi, 2009, je suis né en 80. 2009, j'ai 29 ans. Ok. 29 ans, c'est l'année où tout le monde se marie. D'accord. Quand tu es en école de commerce, tu es dans une promo de 400 personnes. Et donc, forcément, bouche à oreille. Bouche à oreille, toi, tu es dans un réseau de potes où il y en a déjà. Enfin, moi, j'ai fait des années où on était invité avec ma femme à genre 15 mariages dans l'année. Incroyable. Ouais, On pouvait rien faire. C'était entre mai et octobre, on est invité à des mariages. Ah ouais, je comprends. Et donc, moi, à un moment, il y avait aussi des mariages où j'étais invité, où je disais aux gars, hey, est-ce que tu veux pas que je fasse les photos? Parce que moi, je kiffais ça, en fait. D'accord, ok. J'ai toujours. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand j'ai commencé la photo quand j'étais gamin, moi, j'ai toujours fait des portraits. Ok. Parce que les gens ils me disent, mais quand t'étais gamin, tu shootais quoi? Je faisais des portraits de famille. Ma mère, elle se sapait bien. Ma sœur, elle se sapait bien. Je disais, vas-y, on va dans le jardin, bonne lumière, boum, portrait. Et j'étais content de développer des portraits. J'ai toujours fait des portraits. Ok. Jamais été attiré par les paysages, Oui. photos animalières, je ne sais quoi. Ouais. Toujours été portrait. Ok. Et donc, d'un coup d'un seul, les mariages, je me dis, putain, mais c'est super cool. Les portraits, tu peux en faire plein. Les gens, ils sont beaux, ils sont maquillés, ils sont coiffés. C'est un moment joyeux. Et assez rapidement, j'ai trouvé ça extrêmement complet comme discipline, parce que je me dis, en plus des portraits, il faut savoir choper des émotions. Bien sûr. Il y a les photos de famille, il y a des photos qui sont posées, mais il y en a qui sont un peu plus instantanées, etc. Il y a énormément d'émotions, faut rien rater. J'ai trouvé ça très complet. Et donc, moi, je kiffais les mariages. Sûrement aussi par rapport à mon enfance un peu, entre guillemets, comment dire, un peu en dépression, etc. Ouais, j'ai été attiré par ces moments de joie, etc. Et je kiffais parce que le peu d'argent que j'avais, je pouvais le réinvestir dans la photo et m'acheter du matos de ouf. Ok, je comprends. Ok, d'accord. Et donc, si tu veux, je fais ça pendant 4 ans, sans aucune perspective d'un jour switcher full-time. À ce moment-là, tu te dis en fait que toi, c'est juste un plaisir. C'est un plaisir. Tu te projettes pas en tant que photographe officiel et laissé Procter & Gamble. Non. C'est juste un kiff, tu fais tes photos et c'est un plaisir, kiff. Quoi. Je commence à faire des mariages d'un certain niveau. Alors, pas en 2010, mais 2013, 2014, j'ai des mecs qui commencent à... Je me dis... Parce que je commence à avoir plus de demandes que de dispo. Alors, excuse-moi, juste petite précision. À ce moment-là, tu factures combien tes mariages? Je pense que je commence à 500 000 euros. Ok. Mais par contre, en 2013, sans perspective encore de quitter mon job, je suis à 2500, 3000. Ah oui, quand même. Ouais. Ok. Donc, je monte un auto-entrepreneuriat. D'accord. Et je suis pas au taquet, mais je fais 50, 60 000 euros en auto-entrepreneur à côté de mon salaire. Alors, du coup, ouais, je vais revenir par rapport à ça. Donc, en fait, tu es déjà quand même dans une démarche d'être un photographe premium parce que 2500 euros, 3000. Je suis déjà premium. C'est quand même assez quali, quoi. Je suis déjà publié sur des blogs français. D'accord. J'avais pas encore eu Style Me Pretty, qui était un peu le gros truc de l'époque. Mais je suis publié sur des blogs français et j'ai mon nom qui circule. Et donc, 2012, 2013 et 2014 où je me lance, c'est plus des potes. C'est une clientèle française assez haut de gamme qui va acheter une robe chez les créatrices que sont Rim, que ce qui était Delphine Manivet à l'époque, etc., qui commence à me booker. Et les clientes, elles te contactent comment, du coup, par rapport enfin, comment elles te contactent, tout simplement? Gros, par mail, hein. Je suis pas non plus... tu crois qu'ils m'ont dit pif, je suis vieux, mais... non, blague à part, c'est une bonne question. C'est que je me rappelle, je pose une semaine de vacances en, je sais plus si c'est 2009 ou 2010, et je monte un site internet moi-même. Ah oui, ok. Une fois de temps en temps, des fois sur les réseaux, je le rebalance la homepage. Ah ouais. Faut pas avoir honte du truc. Hein. Mais donc non, tu vois, je pousse un peu des photos. Mais parce que blague à part, il y a pas Insta, quoi. Ouais. Moi, je crois que mes premières photos sur Insta, c'est 2013. D'accord. Okay. Donc tu fais 4 ans quand même où c'est que du bouche à oreille. Incroyable. Mais les gens qui sont en face de moi, c'est les vieux de la vieille. C'est limite, il y a des gars, ils ont une boutique, quoi. Ah ouais, je comprends, où ils font des photos d'identité, ils font du mariage, ils font des tirages et tout. D'accord. Et donc toi, déjà, t'arrives avec juste un site internet et les mecs ils voient ça d'un mauvais œil, tu vois, parce que qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors je te raconte pas après quand Instagram arrive. Oui.
Mais voilà, c'était un peu ce truc-là à l'époque. Ok, super. Merci en tout cas pour toutes ces infos. Justement, pour revenir par rapport à ça, parce que du coup, tu as commencé avec ces mariages-là aux alentours de 2500, 3000. Est-ce que tu peux nous dire déjà aujourd'hui combien est-ce que tu factures en moyenne? Et au-delà de ça, quelles ont été les étapes pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Alors, j'y viens, j'ai oublié un truc pour répondre à ta question, qui était comment tu fais le switch. Oui. 2013, je prends une semaine de vacances pour faire un workshop. D'accord. Il y avait un photographe américain, un couple de photographes américains qui s'appelle Feather and Stone, que j'embrasse d'ailleurs parce qu'ils ont changé ma vie. Ils sont toujours en activité. Ils viennent en Provence et ils disent, nous, on va faire un workshop dédié sur la photographie au film, donc l'argentique. Et moi, je dis, bon, bah, tu sais quoi, il va y avoir des mannequins, on va shooter dans les oliviers. Moi, j'y vais, mais en pur, je prends une semaine de vacances pour faire ça. D'accord. C'est un kiff. Le truc, il doit coûter 2 ou 3 000 euros. Je dis, bah, l'argent que je gagne sur le truc, je le réinvestis dans la photo, Oui. donc j'y vais comme ça. Et on est une vingtaine de photographes, on se présente tous autour de la table. Et moi, je me présente, je dis, ben, je suis Greg, je suis basé en France, je suis photographe de mariage par pure passion et j'en ferai jamais mon métier. Ah ouais, carrément. Comme ça. Toi, c'était clair dans ta tête pour toi, Clair. à ce moment-là. Et il y avait des photographes américains autour qui voulaient faire du portfolio parce que c'était le début des style shoots, etc. Ils voulaient faire du portfolio en Provence. Et ils me disent, mais attends, Greg, tes photos, elles sont vachement bien. Pourquoi tu veux pas aller full time? Et je dis, bah écoute, nous, un photographe, comme tu dis, premium en France, ça facture 3 000 euros. C'est ça. Des mariages, tu peux en faire 20 par an. Tu fais 3 000 fois 20, ça fait 60 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas mal, déjà. Ouais, mais t'as des charges. Oui, bien sûr, forcément. T'as des charges. On y reviendra aussi juste Donc, après faut par rapport à ça. faut investir dans l'équipement. Quand tu te déplaces sur les mariages, il y a un peu de déplacement, C'est ça. il y a un site internet, il y a une assurance, il y a des charges. Donc, je dis, bah, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, je gagne 2 ou 3 fois ça. Oui. Donc, c'est mort. Ouais, Enfin, je comprends. je vais pas aller, Oui, il n'y a pas d'intérêt pour toi, en fait, au il y a, final. il y a peut-être À ce moment-là. l'intérêt, passion, etc. Oui. Mais si tu veux, le gap, il est trop grand Oui, je comprends. pour dire, je peux considérer le truc. D'accord. Et le mec me répond, écoute, nous aux États-Unis, c'est monnaie courante que les clients ils investissent 20 000 $ sur un photographe. Incroyable. Je dis quoi? Je dis pas pour la photo. Il me dit si, sur la photo. Il me Ça te dit choque. nous, pas plus tard, Ouais. il y a 15 jours, on était en France, on a shooté un mariage et les clients américains, ils ont payé 20 000 $. Le mec me dit ça. Ouais. 3 mois après, j'ai claqué ma dème. Oh. Ah ouais. Et donc de ce jour-là, je me suis dit bon, alors il y a 2 trucs, c'est que un, ça sera que les clients américains. D'accord. Parce que j'ai pas la force ou l'énergie d'aller expliquer aux clients français. Aujourd'hui, tu dis à un client français, le photographe, il vaut 20 000 euros, le mec, il tombe de sa chaise, il croit que c'est un poisson d'avril. Justement, pour toi, aujourd'hui, tu n'aurais pas pu être celui que tu es aujourd'hui sur le marché français? Non. Impossible. Enfin, pas financièrement. Oui, enfin, je parle d'un point de vue financier. J'aurais effectivement. arrêté. Ah ouais, carrément, d'accord. Bien sûr. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Ok, donc du coup, ouais, donc c'est Feather and Stone, c'est ça? Feather, Feather comme and une Stone. plume, Feather and Stone. Ok, t'as dit qu'ils ont changé ta vie, c'est des mots forts. Ouais, parce que je vais, en fait, et je trouve que c'est le grand avantage des workshops. Il y a plein de gens qui font des workshops. Ils se disent toujours la même chose. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté aussi d'en faire pendant quelques années parce que je trouve ça un peu démago. Ça se D'accord. raconte toujours. Moi, pour moi, le vrai avantage des workshops, c'est quand tu arrives à débloquer des paliers dans la tête des gens. Ok. C'est que moi, j'ai eu des gens qui sont venus en workshop pour qui ça se passe très bien aujourd'hui. J'aime bien entendre la phrase, je savais même pas que c'était possible. Je te dis, bah si, gros, regarde mes chiffres. Je te partage pas mes chiffres histoire de me la raconter. Oui. Je te dis juste que voilà, ça a été mon cheminement, donc c'est possible. Et donc, en fait, c'est comme un Mario Bros, quoi. Tu vois, tu débloques des niveaux, quoi. Et moi, je trouve que c'est ça le gros intérêt des workshops. Et Feather and Stone, ils ont changé ma vie parce que moi, typiquement, après, je suis allé faire le workshop de José Villa. D'accord. José, Ah oui. que j'aime beaucoup, hein, c'est un pote, hein. Mais j'ai rien appris au workshop de José Villa. Ah ouais. Parce que, enfin, ce que D'un point j'ai. de vue technique, peut-être, tu veux dire. D'un point de vue technique, mais même des recettes business. Je trouve que les recettes business, c'est toujours les mêmes. On Oui. les explique, c'est la montée en gamme, etc. Oui. Mais pour moi, les workshops qui ont un vrai intérêt, c'est ceux qui te génèrent un déclic D'accord. psychologique. Et c'est ces gens-là qui m'ont dit, mais si, c'est possible. Et moi, j'ai un workshop, je crois, qui est en ligne. Toujours, les gens se foutent de ma gueule, c'est sur Ampara. Oui. Où j'ai une formation, je crois que je l'ai fait, ça va faire maintenant bientôt 10 ans. Je dis dans cette formation, si un jour je facture 10 000 euros par wedding, ça sera genre le top du top du top. Bon, les gens, ils se foutent de ma gueule parce que aujourd'hui, j'accepte plus de mariage à 10 000 euros. Justement, on va y venir par rapport à ça. Donc, Mais tant mieux, au final, t'as pu quand même dépasser oui, ce cap mais donc comme c'est ça. pour ça que je reviens toujours à Feather and Stone, qui sont ces gens
qui m'ont expliqué si c'est possible. Non, il n'y a pas de limite. Or, aujourd'hui, je trouve que la clientèle française, ils mettent un prix sur chaque prestataire de mariage. Ouais. Tu demandes à n'importe qui dans tes potes combien ça coûte un photographe de mariage, le mec va te dire entre 2 et 4 000. C'est ça, pas plus. Quand t'as de la chance. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, ils mettent un prix sur un prestataire. Mais moi, des photographes de mariage, j'en connais des très bons qui facturent 1 500 €. Oui. Et j'en connais d'autres qui facturent 100 000 $. Incroyable. Ouais, ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Et donc, en fait, tu peux pas mettre des prix sur un métier, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends. C'est que j'ai des clients, ils ont mis 60 millions sur leur mariage. Incroyable. Budget de mariage, 60 millions. Waouh. Donc, t'imagines bien que ces mecs-là, ils vont pas booker le photographe pour 1 500 €. Ah non, mais c'est sûr, forcément. C'est différent. Après, il y a plein de choses qui doivent venir avec le fait de pouvoir augmenter tes tarifs, et on va sûrement en parler, mais Tout à fait. voilà, donc c'est un peu moi mon déclic. Ça marche. Et justement, donc, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi quelle était l'importance de te positionner en tant que photographe de luxe? Parce que justement, dans ta formation sur Ampara, t'expliquais le fait qu'il y a 2 écoles. Soit on fait du pas cher, mais Tu fais du volume. en faisant du volume. Ouais. Soit on fait un peu moins de quantité, mais en faisant des mariages de manière un peu plus... De manière plus haut de gamme, ouais. Exactement. Est-ce que tu peux nous partager ça? Ce modèle-là, il n'est pas que vrai dans la photo de mariage, il est vrai quel que soit ton business. D'accord. Le moyenne gamme ne marche pas. Ok. Donc, soit tu fais du pas cher, ce qui implique que tu fais du volume, Oui, t'es Ikea, c'est ça. soit tu fais du très cher, mais avec un côté sur mesure, Oui. bespoke, en proposant une expérience, comme l'a très bien dit Rim avant moi. Il n'y a pas d'entre-deux. Si tu te mets entre les deux, tu vas être copié par les mecs qui vont Bien proposer sûr. un prix moins cher. Et ces gens-là, ils vont pas rester très longtemps parce que s'ils proposent un produit de qualité, mais pas assez cher, leur marge, ils vont pas s'y retrouver. Forcément. Et ils vont faire faillite. Et à un moment, ils vont pas pouvoir non plus proposer une certaine qualité avec beaucoup de volume. Donc en fait, ces deux business models, ils fonctionnent quels que soient les marchés. D'accord. Je suis intimement persuadé que le moyenne gamme ne marche pas. jamais. D'accord. Donc, soit tu es Ikea, soit tu vends des canapés à 20 000 €. Et donc, si tu veux, moi, comment j'ai abordé ça? J'ai abordé ça d'un point de vue business, où je l'expliquais tout à l'heure, mais j'ai fait, OK, si je facture 3 000 € x 20, Oui. ça fait 60 000. C'est ça. Moi, personnellement, ça ne me suffit pas. Attention, pas que ça soit mal interprété. Quand je dis ça suffit pas, ça peut suffire quand tu as 25, quand tu as 30 ans, mais ça permet pas d'aller voir une banque pour aller faire un crédit immobilier. Bien Tu dis sûr, demain, bien tu as sûr. des gamins, comment tu payes les études des enfants, Bien etc. Moi, je voyais la perspective d'évolution. Donc, moi, j'ai pris le problème dans l'autre sens. J'ai dit, OK, tu ne pourras toujours que faire 20 mariages par an. Oui. 25 quand ça se passe bien, 15 quand ça se passe mal. Oui. Quel est le minimum dont tu as besoin Mhm. pour vivre? Combien tu veux te payer? J'étais prêt à faire des compromis par rapport à mon ancien salaire parce que j'allais vivre de ma passion d'un coup Oui. d'un seul, mais pas non plus de ouf. D'accord. Et donc moi, je me suis dit assez rapidement, tu sais quoi? Il faut très vite que tu ailles vers 6 000 €. Parce que D'accord. 6 000 €, c'était le chiffre où j'avais dit, si je fais 6 000 x 20, ça fait 120 000 €. Ok. J'ai pas énormément de charges, etc. Donc assez rapidement, je retrouve un salaire qui est pas trop loin de ce que je connaissais. D'accord. Et donc, en fait, j'ai pris le problème dans l'autre sens. J'ai dit, ça sera 6 000. Et il n'y avait pas de place à on commence petit et on verra. C'était, en Oui. fait, si c'est pas ça, j'arrêterai. Ouais, c'est ça ou rien, quoi. C'est ça ou rien. D'accord. Or, je trouve qu'aujourd'hui, c'est le problème de beaucoup de photographes qui disent, bah, on commence Et petit, puis après, petit à petit, on monte. petit à petit, ça va monter. Et en fait, dès que bah, on book pas, on rebaisse. C'est ça, ouais. Et donc, au final, les mecs, ils font du surplace. Parce que ça, c'est une vraie problématique aussi. Parce que des fois, tu peux être amené à augmenter, Ouais. mais ça peut être un peu plus compliqué. Et des fois, tu peux peut-être te dire, attends, là, je suis trop, là, faut que je rebaisse. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Quelle société, tous les ans, il y a l'inflation. Bien sûr. Il y a rarement de la déflation. Ça, c'est clair. Toi, tu travailles, toi-même, tu sais. Bien sûr. Donc, à un moment, baisser tes prix. Ouais. Déjà, quand tes prix restent stables, tu as moins de pouvoir d'achat que l'année d'avant. Ah, c'est tirer une balle dans le pied. Tu tires une balle dans le Ouais, pied. ouais. Donc, pour moi, aucune société devrait ne pas augmenter ses tarifs d'une année sur l'autre. T'as Moi, déjà- c'est inconcevable de baisser ses tarifs. du Impossible. coup. Ouais. Ok. Déjà, financièrement. Ouais. Et 2, artistiquement. J'ai pas envie de shooter des mariages moins bien l'année Forcément, ouais, d'après bien sûr, ouais. que l'année d'avant.
Et donc, j'ai mis en place un truc qui a fonctionné pour moi. C'est que j'ai tout de suite eu une grande amplitude dans mes tarifs. C'est-à-dire que j'avais des gens qui me bookaient à... Donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, 2014, quand je me lance, mon tarif moyen, il est à 4 000 euros. Ok. Ça, c'est quand je vais full-time. D'accord. Mais j'avais en tête, il faut que j'aille vers 6. Ok. Mais l'année où je fais 4, je dois en signer un ou deux à 3. Oui. Mais j'en signe aussi un ou deux à 6, voire à 7. D'accord. Et donc, je fais quoi en fin d'année? Je fais la moyenne. Oui. Qu'atterrit peut-être à 5,5. D'accord. Et je dis, ce 5,5, ça devient mon tarif le plus bas de l'année d'après. Et donc, ça, c'est une règle que j'ai suivie depuis maintenant 10 ans. C'est que tous les ans, mon tarif moyen devient le tarif le plus bas. C'est-à-dire que je ne veux plus travailler à moins que la moyenne de l'année d'avant. C'est très, très fort ce que tu dis. Parce que, pourquoi? Parce que je ne veux pas shooter un mariage qui était moins bien que le moins bien de mes... Alors, tu vas me dire, c'est pas toujours une question. J'ai fait des très beaux mariages, des fois, avec le plus petit budget de l'année. Oui, non, je mais comprends. Intellectuellement parlant, c'est un peu ça la démarche. D'accord, ok. Et en faisant ça, tu m'as posé la question tout à l'heure, j'ai pas répondu combien je facture aujourd'hui. La réponse, c'est que 2025, mon panier moyen, pour l'instant, il est à 45 000 euros hors taxe. C'est incroyable. Il n'y a eu aucun jump inconsidéré de, tu sais quoi, l'année prochaine, je prends 10 000 euros. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a que eu cette mécanique de Progressive quand même. tous les ans, tu reprends ton tarif le plus bas de l'année d'avant. Donc, par exemple, D'accord. cette année, je te dis 45. Oui. J'en ai un ou deux à 35. D'accord. Mais j'en ai aussi 2 ou 3 à 70. Ok. Non, mais je comprends l'idée. Et le 35, Oui. c'était ma moyenne de l'année dernière. D'accord. Donc, il se Ok. trouve que l'année dernière, c'était 35. Ça a pris 10 000 euros en un an. Parce qu'en fait, c'est exponentiel. D'accord. Ouais, je comprends. Et donc, si 45, c'est ma moyenne de cette année, ce qui est le cas pour le moment, il y a de fortes chances que 2026, je n'accepte plus de travailler à moins de 45. C'est-à-dire que concrètement, pour parler très clairement, demain, tu as un contrat, enfin, l'année prochaine, Ouais. un contrat à 45, Ouais. tu le refuses. Non, parce que 45, c'est ma moyenne, donc je le prends, mais je me dis, ça sera dans les bas. D'accord, ok. Je vois. Alors attention, je dis ça, c'est une théorie. Oui. Tu viens me dire, c'est, je sais pas, Zendaya et Tom Holland. Oui, non, bien sûr. Les mecs, ils veulent pas mettre plus de 20 000. Je vais dire, t'es gentil. Non, moi, oui, c'est 45 ou bien rien. sûr, bien C'est sûr. qu'il faut pas prendre ça de manière mot pour jusqu'au mot. boutiste, Ouais, je etc. comprends, ouais. C'est la logique. Et c'est comment je vais manager ça. C'est que je connais mes grosses dates. Bien sûr. Là, on est quoi? On est le 2 avril aujourd'hui. Par un phénomène qui m'échappe encore, 2026, c'est en train de partir de ouf. J'ai booké 7 d'accord. dates pour 2026. Ah ouais, incroyable. Ce qui est jamais arrivé, aussitôt Ok. dans la saison. Donc ça, c'est pareil, ça te donne de la force de négociation. Si comprends. t'en as déjà 7 en 2026, bon, s'il y a un mec qui vient pour le 21 juin 2026, je sais pas si c'est un samedi, mais un samedi fin juin 2026, oui, non, je vais pas y aller à Ok. un tarif plus bas que ma moyenne. Donc c'est comme ça que moi j'ai réussi à évoluer petit à monter en petit. gamme D'accord. sans jump, parce que les photographes, ils ont peur de quoi? Les photographes, ils ont peur de dire, non mais aujourd'hui je suis à 4, je peux pas mettre mes tarifs à 7. Oui. Non, ça, tu peux pas faire. Par contre, si tu es à 4, sur 3 packages, Oui, tu fais un truc plus large, introduisant quoi. un Oui, quatrième, dans ce quatrième, tu vas vendre ta mère, gros. C'est engagement, rehearsal, 3 albums, 2 assistants, etc. Pourquoi? Juste pour te prouver qu'il y a quelqu'un qui peut investir 7 000, 8 000, 10 000, peu importe le prix auquel tu le mets, sur ta marque. Je veux juste rebondir là-dessus. En fait, ce que tu essaies de dire, c'est qu'il faut juste être débloqué psychologiquement, se dire Exactement. que c'est possible. Exactement. Et d'année en année, c'est comme ça, en fait, que tu pourras du coup, Exactement. progresser et aller chercher des contrats plus élevés, en fait. Je vais te raconter une histoire très, très rapidement, une anecdote. J'ai un photographe qui vient me voir en workshop il y a 6-7 ans. Le gars, il avait 20 ans d'expérience, italien. D'accord. Le gars vient me voir et je le connaissais de nom, etc. Et je lui dis, mais pourquoi tu viens me voir? Enfin, t'es là depuis plus longtemps que moi, tes photos, elles sont ouf. J'ai rien à t'apprendre quelque part. Il me dit, j'ai qu'une seule question. On bosse tous les deux au lac de Caume. Pourquoi moi je book les contrats à 5 000 euros et toi tu bookes ceux à 15 000? Je lui ai répondu très simplement, est-ce que tu proposes 15 000 euros dans tes tarifs? Il me dit non. Déjà. Forcément, Ah, il pourra pas le booker. comment tu veux Oui, booker 15 000 bien si sûr, tu ne bien proposes sûr. pas? Ouais. Ah, mais j'ai pas les épaules, moi, ma moyenne, c'est tant. Je dis, tu sais quoi? On va faire le truc du 4e package, là. Mets-le à 15 000, mets tout ce que tu veux dedans, etc. Ok. Le mec me rappelle 3 mois après, il me dit, j'ai booké 2 packages à 15 000. C'est Et donc, incroyable. c'est pour ça que je disais une nouvelle fois, Feather Stone, ils ont changé ma vie. C'est Oui. ce type de déclic psychologique que t'as pas. Ouais. Il y a des gens, ils me disent,
les montants dont tu parles, c'est impossible. Ouais. Moi, j'ai eu un gars, une fois, il vient me voir, il me dit, moi, mes parents, ils étaient fonctionnaires, ils gagnaient 1500 € par mois. Ce n'est pas possible pour moi, éthiquement, De dire qu'il d'aller vendre, d'aller bosser Ouais. un week-end. Oui, bah, ça va voir une psy, elle va t'aider. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je C'est comprends, qu'il y a un comprends. moment, c'est des barrières qui sont psychologiques. Ok, en fait, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que il faut juste le proposer, en fait. Et peut-être qu'au final, au-delà de ça, les barrières, elles viennent peut-être de nous-mêmes et pas Dans forcément des clients. 80% des cas, tous les photographes que j'ai vus, les barrières, ils venaient d'eux-mêmes. D'accord. Qui Ok. peut mettre un prix aux gens? Alors attention, je suis pas en train de dire demain faites les fous, vous mettez tous 20 000 € dans vos tarifs et ça va boucler. Oui, hein. non, forcément. Il y a plein de trucs qui viennent avec et c'est pour ça que moi, moi ça fait 15 ans que je fais ça. Ça a été graduel. J'ai proposé tous les ans plus de services. Il y a un service qui vient Bien avec sûr. ça. Il y a une qualité, il y a une expérience, il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. C'est Ok. pas, et c'est pour ça que je disais une nouvelle fois, la montée en gamme, elle se passe pas de l'année prochaine, je mets Oui, 10 je 000 € comprends. de plus. Justement, par rapport à ça, tu me disais que tu avais fait un mariage où le budget était à 60 millions. Mhm. Combien t'as pris pour ce mariage-là? Quasiment 150 000 €. Incroyable. Et Alors attention, hein, c'est énormément d'argent. bien sûr. Mais déjà, quand tu prends 150 000 € sur la photo sur un mariage à 60 millions, t'es Oui. pas du tout à ce que tu devrais prendre. Oui, parce que tu te dis que forcément, il y a une marge que tu aurais pu quand même avoir. quoi. Moi j'aime bien, je voulais expliquer sur le côté où j'ai réfléchi à l'envers quand j'ai dit combien je dois facturer. Oui. J'ai réfléchi à l'envers aussi, généralement, sur les budgets de mariage. Oui. C'est assez facile de décomposer ce que quelqu'un investit en termes de pourcentage par rapport à ses budgets. D'accord. Si tu investis 100, un photographe, en moyenne, c'est des chiffres qui viennent des États-Unis, il prend 8%. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un client dont le budget de mariage est 50 000 €, Oui. il doit pas avoir trop de mal à payer 4 000 € pour son photographe. D'accord. Si leur budget c'est 100 000, il a pas trop de mal à payer 8 000. Ok. Et donc moi j'ai toujours eu ce truc en tête, et c'est pour ça que pour moi c'est toujours important d'avoir une idée des budgets des gens. Pourquoi? Parce qu'il faut pas taper à côté, quoi. Bien sûr, bien sûr. Le mec qui a 60 millions, Oui. si tu lui envoies 5 500 avec la goutte au front, il va dire qu'est-ce que c'est. Ouais, D'ailleurs, exactement. j'ai une anecdote sur ce sujet-là. J'ai une wedding planner un jour qui m'appelle, elle me dit Greg, 5 jours au lac de Côme, faut 4 photographes, ça va être 16 heures de couverture par jour, hyper intense. C'était il y a 6-7 ans. À l'époque, je facturais 15 000 € en moyenne. C'est quand même pas mal. Ce qui était déjà bien, j'étais très content. Je fais un devis pour ce truc-là, 20% de TVA et tout, j'arrive à 65 000 €. J'envoie le truc avec la goutte. Et tout. Ouais. Je dis, qu'est-ce que Toi, c'est pas que mieux, ce... toi, tu dis déjà que c'est super élevé Qu'est-ce déjà. que c'est que ce tarif Ouais, et tout. ouais. Et la wedding planner m'avait dit, il y a un mec en face de toi, elle me donne le nom, quelqu'un de très connu, dont on a déjà cité le nom Bien sûr. précédemment. Elle me dit, c'est juste vous deux. Je Skype avec les clients, ça se passe bien, mais la wedding planner me rappelle 3 jours après, elle me dit, écoute, c'est pas toi, c'est machin. Je dis, écoute, il n'y a aucun problème, son taf, il est ouf, je comprends et tout. Est-ce qu'il y a une raison autre que le travail? Elle me répond, les clients n'ont pas compris pourquoi tu étais aussi peu cher. Waouh. Et donc, moi, je suis passé avec 65 000 € comme le mec cheap, parce qu'en face, il y avait un devis à 110 000 $, et que le mec, il est passé à 110 Encore une fois, 000 ça revient à ce que $. je disais tout à l'heure, c'est que du coup, là, la barrière à ce moment-là, elle était dans ta tête à toi. Bien sûr. Et au final, tu es en train de souligner le fait qu'on peut perdre des contrats parce Mais qu'on moi, n'est pas je assez cher. moi, je perds, alors je dis pas que j'en perds plus, moi, je perds plein de contrats parce que je suis pas assez cher. Incroyable. C'est qu'aujourd'hui, j'ai des concurrents qui sont quasiment que des Américains. Oui. C'est toujours les mêmes. Hein. Et Ok. on est tous potes d'ailleurs, on sait tous quand on est sur un appel d'offres les uns avec Mhm, les autres. En moyenne, ces gens-là envoient le double de moi. Ah ouais, c'est incroyable. Aujourd'hui, tous ces gens-là, ils envoient 6 chiffres. C'est très très fort. Justement, on y reviendra en parallèle par rapport à ça. Je voulais juste revenir aussi sur un autre aspect que tu avais souligné dans la formation que tu parlais sur Ampara. C'est que tu disais que pour toi, tu trouvais qu'il y avait trop de photographes qui mettaient en avant leur côté artistique Gars. au détriment de leur côté business. À quel point pour toi c'est important aujourd'hui en tant que photographe, ok on est des artistes, mais de valoriser, de mettre en avant le côté business? C'est pas mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, ce côté business, il est nécessaire. Mm. Évidemment qu'on est des artistes. Maintenant, ceux qui se revendiquent artistes en mode Michel-Ange, fallait pas aller faire du mariage. Ça, c'est clair. C'est ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc oui, tu es un artiste, mais ce qui fait que tu seras encore là l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est quand même que tu réussisses à te faire payer. Bien sûr. Deuxièmement, tu t'adresses
au grand public, puisque tu photographies des mariages. On va pas avoir des photos au Louvre tout de suite, hein. Forcément. Donc, qui peut mettre aujourd'hui un prix sur des photos de mariage? Est-ce que je fais les meilleures photos de mariage du marché? Non. Est-ce que je suis un des gars qui réussit à les facturer le plus cher? Oui. C'est là la différence. Donc, le côté artiste, c'est super. Et si tu veux, on a tendance à m'inviter dans des podcasts ou dans des forums pour ne parler que du business. Mais moi, je passais énormément de temps à m'inspirer, Oui, bien sûr. à forcément. me régénérer artistiquement, à essayer de faire en sorte de progresser sur des domaines de la photo parce que je trouve qu'en détail, je suis bon. En portrait, je suis bon, mais je trouve que je peux progresser en flash. Je trouve que je peux progresser sur la partie photojournalistique, etc. D'accord. Certes, l'artistique, il est au cœur de notre métier. Mais ce que je réalise aujourd'hui, c'est que dans le très haut de gamme, et de nouveau, on est 5, 10, 15, 20, peu importe, c'est devenu ils disent en anglais un given, un acquis. Oui. C'est que tu vas pas être contacté par un de ces clients-là si tes photos, elles sont pas au niveau. Oui, forcément. Il faut que tu aies quand même des belles photos. Ça reste C'est la base. devenu la base. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça intervient même plus dans la discussion. C'est qu'un Un wedding acquis, planner ouais. qui t'appelle pour un mariage à 10 millions, il va pas te dire est-ce que tu peux me montrer tes photos Oui, flash forcément, c'est validé. est-ce que tu exposes à ci ou ça? Il va te dire tu viens avec combien de personnes? Est-ce que tes contrats ils sont carrés? Est-ce que ton anglais il est impeccable? Est-ce que tu sais gérer des multimilliardaires dans la façon de les aborder, de leur parler? Est-ce que tu vas pas avoir la goutte au front Ouais, je dès que le comprends. mec... Est-ce que D'accord. tu sais gérer la pression? Est-ce que ça va être tout ça, en fait? Ok. Et donc, on est désormais sur des événements qui sont hyper exigeants en termes de rythme, en termes de ce qu'il faut shooter. Il y a des détails partout. C'est les mecs qui vont dire « Ah, mais t'avais pas vu, sous le mug, il y avait les initiales, t'as raté les initiales du mug. » Faut te concentrer. Il y a une multitude de trucs. Ou alors, ça va être dire « Ah bah, sur le papier, t'avais 30 minutes pour faire les photos de couple. Au final, c'est une célébrité. La meuf, elle a mis plus de temps en maquillage. Bah, t'as plus qu'une minute 30. » Bon, ben, une minute Ouais, faut 30, s'adapter. faut sortir des portraits de ouf, Oui. artistiquement, avec la bonne lumière, etc. Mais il faut aussi et surtout savoir résister à la lumière, à la pression. Oui, bien sûr, c'est d'autres Pas contraintes. faire ta diva en mode ah non, je suis désolé, moi j'avais 20 minutes, je peux pas faire en une heure. En fait, tu dois t'adapter au final, vu que c'est un autre contexte. Exactement. assez particulier. Et donc Ok. ça, t'arrives à quoi? T'arrives au fait de te rendre compte que le métier qu'on fait, il est certes artistique, mais c'est un métier de service. Bien sûr. Et ça, il y a plein de photographes qui l'oublient. Les mecs, ils font leur diva, ils arrivent, et c'est bon, je suis là, j'ai sorti mon Leica, etc. Non, les gars, vous travaillez dans l'hospitalité. Exactement. On est au service des gens. Bien sûr. Et moi, je dis souvent, ça m'est encore arrivé samedi soir sur mon mariage, les gens, ils viennent me voir sur la piste de danse, ils viennent me dire à la fin, en disant, Greg, c'était génial de bosser avec toi. Et je fais toujours cette vanne pourrie en disant, non, mais attendez de voir les photos quand même. C'est vrai. Et c'est vrai que les mecs, ils te disent, en fait, c'est marrant parce qu'ils te disent, c'était génial de bosser avec Ils n'ont toi. même pas vu les photos au final. Et ils ont pas vu les photos. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est le jour du mariage. Bien sûr. Et donc, en fait, ils parlent de l'expérience que tu leur as Oui. donnée, du service que Ton t'as- relationnel aussi, t'as- de certainement. ton relationnel. Ouais. Et les mecs, ils ont pas encore vu une photo, qui sont T'as déjà déjà validé. en train de Ouais. dire, franchement, c'était top. C'est fort, c'est fort. Je voulais revenir sur un autre aspect qui a aussi toute son importance. Je sais pas s'il y a quand même des gens qui le savent, mais bon, c'est important de le préciser. Tu fais aussi des shootings de mode, notamment bien évidemment pour Rima Rodaki. Tu as également shooté pour Elisab, Ouais. également pour Balenciaga. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de ton dernier shoot avec Balenciaga? Comment ça s'est passé? Parce que aussi, il faut préciser que les photos elles ont été publiées dans les boulevards et autres sur Paris. Raconte-nous les coulisses de ce shoot. Écoute, Balenciaga, ça reste une histoire de dingue parce que c'est mon plus gros job à date. Jamais eu un job aussi gros que ça. Ah ouais, clairement. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il intervient en 2018, donc j'étais quand même moins établi qu'aujourd'hui. Et je reçois un mail un jour, et le mail, c'est on voudrait que vous shootiez la prochaine campagne mondiale pour Balenciaga. Et il y aura de l'affichage sur Times Square, sur la bâche du Louvre, on va mettre les photos partout dans le monde. Waouh. Je lis le truc, je me dis, c'est Pascal Delay qui me fait une vanne. Direct. Je me dis, Tu crois pas en fait à ce non, moment-là? je dis, c'est pas possible. Je dis, le mec, il a créé une vieille adresse et tout. D'accord. Donc, je réponds, si tu veux. Je dis, ouais, ça doit être un spam et tout. D'accord. Et je me rends compte assez rapidement que le truc, il est véridique. Et alors là, les mecs me disent, envoie-moi un devis. Et alors, mais moi, gars, aucune idée de ce que j'ai envoyé, quoi. Parce bon que, je veux paraître crédible. Oui, mais forcément. Donc, 2018, moi, je facture 10-15 000 euros pour des weddings, c'est super. Mais je me dis, est-ce que si j'envoie 10-15 000... Et donc, le shoot, c'est 2 jours. Donc, D'accord. si tu veux, c'est pas Oui, oui. plus, c'est pas plus qu'un mariage.
Donc là, je commence à interroger des potes qui bossent dans la mode. Ils disent non, mais gros, il y a de l'affichage dans les métros et donc il y a une espèce de grille où, en fonction de l'affichage que tu as, il y a des espèces de droits d'auteur. Il faut que tu inclues tout ça. D'accord. Et il y a quelqu'un qui me dit faut pas envoyer moins de 200 000 euros. Incroyable. Qu'est-ce que tu veux que j'envoie 200 000 euros? Tu m'as vu et tout. C'est le chiffre d'affaires que je fais sur une année. Waouh. Et j'envoie 200 000 euros. Ok. Et le gars dit est-ce qu'on peut se parler au téléphone? Je dis ouais, je vais me faire défoncer. Il a capté que. Et le gars il me dit bon, 200 000, c'est un peu au-dessus de ce qu'on avait prévu. Est-ce que à 170 c'est ok pour vous? Là je fais genre attendez, je parle à mon agent. Il n'y avait pas d'agent. Je fais 70, laisse-moi réfléchir. Oui c'est bon. Allez on part à 170. Et là, j'ouvre le champagne. C'était genre le plus gros job et c'est toujours à date le plus gros job que j'ai fait. Wow. Le deuxième étant celui dont on parlait tout à l'heure avec ce gros mariage. Et arrive le shoot. Et une semaine avant le shoot, les mecs ils me disent on t'envoie la liste de l'équipement lumière que tu veux booker. D'accord. J'ai pas besoin de lumière. Ouais. Ils disent, ah bah attends, tu rigoles ou quoi? Il faut de la lumière. Je dis bah non, moi lumière naturelle, ça me va bien. Je dis, écoute, par précaution, on te book ça. Les mecs bookent 20 000 euros de lumière quoi. Waouh. Je dis bah vous pouvez le booker, moi je saurais pas encore en faire, mais si vous voulez le booker, vous le bookez. Il me dit t'as besoin de combien d'assistants? Je dis pas besoin d'assistants. Ah on te book 3 assistants. Ok. Moi je suis arrivé sur le job avec mon Contax et mon Hasselblad, Ouais. un objectif 50 mm. D'accord. Il y avait une prod gars, il y avait 50 mecs qui regardaient l'ordi, telle photo, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Je dis si vous voulez, je rappuie sur le bouton. Et donc, bref, le shoot se passe bien, même si c'était chelou. J'avais 3 assistants, je savais pas quoi leur faire faire. Je dis, bah, allez au café, parce que moi, je sais pas quoi vous dire, quoi. Ouais. La lumière, je m'en suis pas servi. J'ai shooté comme d'hab. D'accord. Et ils étaient très contents des photos. Incroyable. Et les photos, effectivement, elles ont été affichées partout. Et donc, après le job, j'ai quand même demandé, j'ai dit, ben, je peux juste vous poser une question. Pourquoi moi, quoi? Oui. Et là, ils m'ont répondu un truc assez intéressant, c'est qu'ils me disent, bah, nous, chez Balenciaga, on prend pas de photographes de mode. Parce qu'on a tendance à penser qu'ils font toujours un peu la même chose, etc. Et donc, on va chercher des photographes dans des milieux différents. Et il me dit, si tu regardes la dernière campagne qu'on a fait, on a pris un photographe qui photographie des gangs à Los Angeles. Oh oui, c'est vrai que le mec, il avait pris les mannequins, qu'il avait mis sur des murs alignés, etc. Et là, il me dit, pour cette campagne-là, c'était des couples. Des vrais couples, parce qu'on a pris des mannequins Balenciaga et on leur a dit de venir avec leurs partenaires. D'accord. Donc par rapport à ça, on voulait un photographe de mariage. Et pour pouvoir les diriger et autres, peut-être. Parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des couples. Et nos couples, comme ils sont de diverses ethnicités, raciales, de divers backgrounds sexuels, il y avait des gays, des lesbiens, des blacks, des asiates, etc. Ils m'ont dit, bah écoute, toi, t'as eu le portfolio le plus divers qu'on ait trouvé sur le marché. D'accord. Parce que tu as photographié des mariages blacks, des mariages gays, des mariages lesbiens, etc. Et donc c'est pour ça et en fait, j'étais même pas en compétition avec quelqu'un d'autre. D'accord, donc directement d'office, ils t'ont pris. Incroyable. Exactement. Donc une histoire de ouf. Incroyable, 170 000. Ok, super. On arrive du coup ça passe super vite. Hein. On arrive bientôt vers la fin de. Non, t'inquiète pas. On arrive bientôt vers la fin de notre podcast. D'un point de vue conseil, quelles sont les erreurs que toi t'as faites durant ton parcours? Et au-delà de ça, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais changé? S'il y en a. C'est une bonne question. J'ai eu cette question dans un podcast récemment. Le gars m'a dit, c'est quoi les gros challenges que tu as rencontrés? Et je veux pas du tout paraître arrogant en disant ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir rencontré des challenges de ouf. Il se peut qu'il n'y en ait pas eu, hein, sincèrement. Non, mais je veux pas dire ça non plus, parce que les gens ils vont croire que c'est facile et ça l'est pas. Mais les gens me disent toujours, oui, l'industrie, elle est saturée. Je ne trouve pas. Oui, il y a beaucoup de gens en nombre, mais je ne trouve pas qu'il y en ait beaucoup qui travaillent dans la bonne direction. C'est-à-dire? Je trouve qu'il y en a très, très peu qui ont les compétences business qui sont nécessaires à l'entrepreneuriat. Ok, je comprends. Et donc, oui, on est photographe, mais depuis des siècles, en fait, il y a des artistes, les meilleurs du monde, qui meurent de faim et qui n'arrivent pas à se payer. C'est arrivé de tout temps. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça avec les photographes. C'est qu'ils se lancent en disant « mon art suffit ». Alors que comme je l'expliquais avec mon parcours, je trouve que dans la photo de mariage, c'est extrêmement facile de trouver des clients. Ah ouais?
D'accord. On a tous des potes qui se marient. Oui, autour déjà, de forcément, nous. au début, oui, forcément, ouais. Non, je parle au début. Oui, au début, Je trouve que ton premier client, oui, il est forcément. hyper facile Ah, à oui, clairement. trouver. Oui. Tu fais un peu des photos, t'as un mec qui te demande, etc. Oui, forcément, tu auras toujours de la demande au début. Et donc, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la poudre aux yeux avec ce truc-là. On dit, il y a 3 mecs qui m'ont demandé, c'est bon, je suis photographe de mariage. D'accord. Non, je trouve que l'erreur à pas faire, que j'ai pas fait, mais que j'ai eu en tête tout du long, qui était de dire, où est-ce que t'es dans 5 ans? Où est-ce que t'es dans 10 ans? Où est-ce que t'es dans 20 ans? D'accord. Et tu peux pas y aller en mode genre, on verra. Ok, oui, forcément. Et j'ai une anecdote assez intéressante sur le sujet, c'est que l'année où on se met avec RIM, fin 2014, moi, j'ai quitté mon job depuis 6 mois. Je suis auto-entrepreneur. Mhm. Et à ce moment-là, j'écris mon business plan pour l'année qui suit, 2015. On est en novembre ou en décembre 2014. Quand tu parles de business plan, les gens, ils s'en font une montagne en disant, il faut que j'écrive 50 pages, que je fasse des analyses de marché. Moi, un business plan, c'est quoi? C'est dire, OK, ton business, il se décompose comment? Tu photographies des mariages, tu photographies des engagements, et peut-être un ou deux jobs corpo. D'accord. Combien tu factures en moyenne sur ces 3 trucs-là? Combien tu vas en faire l'année prochaine? Tu fais des multiplications, ça fait tant comme chiffre à atteindre. D'accord. 2015, j'écris 200 000 euros comme objectif de chiffre d'affaires. Ah ouais. J'écris ça fin 2014. Au moment où je l'écris, j'y crois pas une seule seconde. Ah ouais? Je viens de faire une année où j'ai fait 60. Ma première année full-time, je fais 60 000 euros de chiffre d'affaires. J'écris 200. Tu sais à combien j'atterris fin 2015? Dis-moi. 200 000 et 1500 euros. Incroyable, pile poil. Pile poil. Si je n'avais pas écrit ce chiffre, ça serait jamais arrivé. Parce que toute l'année, j'ai été drivé par ce truc en disant, vas-y, l'objectif. Ouais, je comprends. Et donc, en fait, quand on parle de business plan, c'est pas de nouveau un truc très compliqué. C'est quoi l'objectif cette année? Ouais. Et ce chiffre-là, de la même manière que je parlais tout à l'heure des tarifs moyens, c'est que il faut le manager. C'est que à l'époque, je faisais 200 000 euros de chiffre d'affaires en faisant peut-être 70 jobs. Wow. J'allais faire 25 engagements. Ah ouais, carrément. Si j'avais pas booké assez de wedding, Oui. j'en aurais fait 10 de plus. Pour pouvoir finir ton chiffre. Mais je suis drivé par cet En objectif-là. fait, excuse-moi juste de te couper. En fait, t'avais déjà en fait, c'est important d'avoir ce chiffre en tête là pour savoir où tu vas aller, parce que peut-être que l'erreur que font des photographes aujourd'hui, c'est de se dire, entre guillemets, j'y vais comme ça, j'ai pas forcément de direction, et au final, ça te permet pas de pouvoir augmenter chaque année, si t'as pas de chiffre en tête. Déjà, et qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas comme prévu? T'as prévu de faire 20 mariages. Ok, c'est une année de merde, je sais pas, t'en as pas 15, t'en as pas 20, t'en as 12. Comment tu fais? Les gens, ils font quoi? Ils disent, je ferai moins de chiffre d'affaires. Non! Va récupérer sur de l'engagement, va récupérer sur du corpo. Et donc, moi, j'ai toujours eu cette agilité, entre guillemets. Je me suis jamais dit, moi, c'est 20 mariages et rien d'autre. D'accord. Il y a un truc que je décline énormément aujourd'hui parce que j'aime pas fondamentalement ça, c'est les pré-wedding shoots. Pré-wedding shoot, c'est les clients asiatiques qui viennent à Paris. Ils ont 3 ou 4 robes et ils veulent faire des photos devant la Tour Eiffel, etc. C'est très sympa, mais c'est très répétitif. D'accord. Les pré-wedding shoots, il y a quelques années, j'en faisais 20 par an. Aujourd'hui, j'en fais plus parce que je trouve ça un peu répétitif et chiant. Si demain, je boucle pas mes mariages, je retourne faire des pré-wedding shoots et je réagis. Et donc, il y a un autre truc que je me suis dit au début, c'est que je me suis rendu compte assez rapidement que quand tu te lances, t'es derrière ton ordi toute la journée. T'édites tes photos, tu blogues. Il y a 5 mecs qui voient tes photos, dont tes 3 cousins, ta mère et ton père. En fait, tu te rends compte qu'en fait, tu travailles dans le vide parce que tu fais des trucs que personne ne voit. Et donc, moi, assez rapidement, je me disais, il faut que tu sois exposé à l'externe. Faut que tu parles à des clients. Faut que tu fasses des Skype. Faut que tu comprennes pourquoi tu bookes pas. Est-ce que c'est parce que t'es pas assez cher? Est-ce que c'est parce que c'est trop cher? Est-ce que c'est parce que t'as pas le bon portfolio? Et en fait, il y a des solutions à tous ces sujets-là. T'as pas booké au lac de Côme parce que t'as jamais shooté un lac de Côme. Ok, prochain objectif, un mariage au lac de Côme. Ok. Ou un workshop. Ou un workshop. Soit visible auprès de cette cible là-bas, quoi. Exactement. Sinon, je pourrais jamais y être, quoi. Si je suis trop cher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi être trop cher? Peut-être qu'il faut que je décompose mes packages comme ça. Mais donc en fait, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut être en relation avec l'externe. Tu peux pas juste être sur
Ah, mais je pense que si je book pas, c'est parce qu'en fait, je shoot Canon et en fait, les gens, ils sont passés à Sony. Là, Ouais, et je comprends. du coup, le profil colorimétrique, il est mieux avec Sony. Non, ça s'en bat les couilles. Ok, merci pour ta transparence, Greg. Je voulais revenir sur un dernier point et puis après on passera, comme on a fait avec Rim d'ailleurs, à notre question flash. Justement, pour revenir à Rim. Déjà d'ailleurs, félicitations pour votre mariage. Merci. Je vous invite à aller voir le mariage de Rim et de Greg donc sur leur page Insta, également sur Vogue, hein, si je dis pas de bêtises aussi. Magnifique mariage à Bali. Tu travailles chez Rim. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Et au-delà de ça, comment tu fais pour jongler avec les deux? Parce que du coup, tu es quand même photographe à plein temps, mais tu as quand même une activité assez conséquente aussi chez Rim. Ouais. Alors, je sais que tu lui as posé la question en disant est-ce que c'est cool de travailler en couple. On n'a pas la même réponse à cette question-là. Excellent. Moi, je le souhaite pas à mon pire ennemi. Non, blague à part. Carrément. Non, blague à part. Dis-moi. On a, avec Rim, on a on est des alter ego et donc on s'est rencontrés, on a eu énormément de chances de se croiser dans le mariage et on s'apporte des choses qui sont mutuelles. Elle m'apporte beaucoup sur le côté artistique, D'accord. sur mes DA. Oui. La chance que j'ai aujourd'hui d'avoir une part fashion dans ma photo vient beaucoup d'elle parce qu'elle m'a Forcément. très vite fait confiance sur ses campagnes. Et moi, j'ai appris un type de photographie qui était la photographie fashion sur lequel je n'avais absolument aucune connaissance. D'accord. Et donc, moi, la première campagne pour Rim, je crois que je la shoot en 2016, donc ça fait bientôt 10 ans. Et donc, aujourd'hui, quand tu te rends compte que des publications à la mode, c'est Vogue, etc., Oui. je me dis, j'ai eu beaucoup de chance qu'elle me mette le pied à l'étrier Ah ouais, là-dessus, d'accord, ça t'a aidé, ouais. qu'elle m'apprenne comment on place une robe, D'accord. comment on fait bouger un mannequin, etc. Donc, elle m'a apporté beaucoup sur le côté artistique, surtout au début de ma carrière photo. Et elle, en fait, elle a rencontré assez rapidement une crise de croissance dans son business, dans le sens où sa société se développait trop rapidement. Et en fait, dans les sociétés, il y a des sociétés qui meurent parce qu'elles fonctionnent pas, mais il y en a aussi qui meurent quand elles se développent trop vite et que la croissance est mal gérée. Et donc, comme moi, je viens du business, elle m'a demandé de jeter un coup d'œil sur le sujet. Bon, ce qui est devenu juste jette un coup d'œil est devenu un peu plus au fur et à mesure. Okay. Et en fait, on est devenu associés. Donc moi, je suis associé aussi sur Rim Arodaki depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans. Et je suis surtout devenu directeur général de sa société. D'accord. Donc, je suis le DG de sa boîte. C'est-à-dire que je m'occupe essentiellement de la finance, du contrôle de gestion et de la production. Donc, très concrètement, aujourd'hui, c'est un 50-50. Moi, 50% de mon activité, c'est la photo. Et 50% c'est Rim. Sachant qu'une nouvelle fois, c'est assez disparate en fonction des saisons. Oui. Entre mai et octobre, j'ai plus être à 80-20. Par contre, pendant l'automne et l'hiver, je suis plus à 80% du côté de chez Rim. Ah oui, carrément, d'accord. Donc ça fait des journées qui sont très chargées. Forcément. Ça fait des énormes prises de tête à la maison, comme tu n'as même pas idée. Je me doute. Mais voilà, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Choisir, bien sûr. Et on est hyper complémentaires. Et même si c'est des Bien prises sûr. de tête, moi, je suis très content de l'aider dans notre. Enfin, je suis Bien sûr, très content oui. qu'on ait tous les deux cette vie d'entrepreneur. Super, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Et on passe le bonjour à Rim d'ailleurs, si elle nous regarde. Du coup, comme je disais, on va passer à une petite session rapide de questions flash. Quel a été pour toi, du coup, le meilleur investissement dans ta marque? Pas forcément financier, hein, mais d'une manière générale, le meilleur investissement. Intéressant, ça. Mon meilleur investissement, ça a été celui que j'ai fait sur ma seconde shooter. C'est-à-dire que au début, je me suis assez rapidement rendu compte que les gens, ils voulaient voir plus de personnes sur les weddings. Plus tu montes, plus ils veulent voir 2, 3, 4 personnes, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux façons de faire. Soit tu prends des mecs que tu payes 1 000 € la journée et c'est des mecs différents tous les week-ends et peut-être que tu fais des économies. Oui. Soit tu formes et tu développes quelqu'un. Avec ta touche, quoi. Avec ta touche. Ouais. Moi, j'ai eu la chance en 2018 d'être contacté par Renske, qui est ma seconde shooter depuis ce jour-là. Donc, ça fait 7 ans. Elle est basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Pourquoi elle m'a contacté à l'époque? Parce que sa saison de mariage est inversée par rapport à la mienne. Ah oui. Eux, les mariages, c'est pendant l'hiver, etc. Dire ça, ouais. Elle vient bosser pour moi. Je vois une plus-value de ouf direct dans mon job. Pourquoi? Parce que elle sait photographier un mariage de A à Z. Elle a envie de bosser avec moi.
Et elle a une touche qui est complémentaire à la mienne, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus sur les interactions familiales, etc. Quand moi, je vois, ouais. je suis un peu plus éditorial, un peu plus mode, etc. Et donc, à la fin, quand tu regardes le reportage, il est hyper complet. Et donc, de but en blanc, moi, j'ai dit, écoute, je vais t'overpayer. Oui. Je vais te payer au-dessus du marché. Ah ouais. Donc, Rensko, aujourd'hui, c'est quelqu'un que je paye 5 000 € par job. Incroyable. Ok. Elle habite en Afrique du Sud. Elle a quasiment arrêté de bosser pour elle-même. Mais donc, c'est le meilleur investissement que j'ai fait parce que, oui, je suis conscient que je paye mon second shooter 2, 3, 4 fois le prix du marché. Mais la plus-value que j'ai derrière ça, elle est dingue. Incroyable. Et je donne toujours cette anecdote parce que je vais pas te dire, c'est parce que j'ai acheté un Hasselblad, c'est parce que j'ai acheté un Leica. Ça n'a rien à voir avec les systèmes. Ça, c'est du bullshit. Ouais. On va parler sur le matériel, c'est pas ce qui fait la diff. En tout cas, ça serait cool que les gens ils maîtrisent leur appareil jusqu'au bout déjà, avant de vouloir changer, en espérant que le nouveau il va offrir une meilleure touche. Tu vois. Donc moi, le meilleur investissement que j'ai fait, c'est sur ma seconde shooter. Ok, super. Le mariage qui t'a le plus marqué et pourquoi? Intéressant celui-là. Écoute, j'en ai eu plein. Bon, il y a eu le mariage à 60 millions qui m'a marqué par son ampleur. Oui, forcément. Parce que on l'a pas dit tout à l'heure, j'ai pris ça quasiment 150 000 €, mais ça a quasiment été 2 semaines de couverture. Ah oui. Je suis allé 1 semaine pour l'enterrement de vie de jeune fille dans l'Utah aux États-Unis. Il y avait 1 semaine de couverture à 4 à Paris. Il y avait Maroon 5 en concert privé. Enfin, donc celui-là, il est marquant. Non, moi, il y a un autre mariage qui m'a marqué. C'est mon mariage un peu, mon premier mariage de célébrité, entre guillemets, même. Je sais pas si tu suis le foot. Bien sûr. Mais j'ai fait le mariage de Mario Götze, qui est un joueur de l'équipe d'Allemagne, ça. qui s'est notamment distingué parce qu'il a marqué un but en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine en 2014. Et donc celui-là, il était cool pour plein de raisons, parce que j'aime bien le foot, parce que c'est un mariage de célébrité. Super. Et pour la petite histoire, c'est un mariage, gars, où je déchire mon pantalon. C'est la seule fois que ça m'est arrivé dans ma vie. Incroyable. Parce que j'ai 5 minutes pour les shooter. On est à Majorque à 15h. Il y a une lumière de dingue. J'essaie de trouver un angle pour les mettre à l'ombre. Je monte sur un muret. Je déchire mon fut. Je suis à Majorque. J'ai pas de truc de rechange. Oh mon Dieu. J'essaye de planquer le truc. Je l'agrafe avec une épingle à nourrice et tout. Pendant la cérémonie, je suis un mec qui me tape sur l'épaule. Je me retourne. C'était Manuel Neuer, le gardien du Bayern, qui me dit, gros, tu feras gaffe. T'as ton fut qui est déchiré. La honte. Incroyable. Terrible pour ceux qui connaissent le foot, incroyable. Évidemment, il fallait que ça arrive sur ce wedding-là. Forcément, pas sur un autre. Ok, super, merci pour cette info. Et pour terminer, donc par rapport à cette première session, d'un point de vue pro, le moment le plus compliqué de ta carrière? Écoute, le moment le plus compliqué, il a été au moment où je me lance full-time. On l'a pas évoqué, mais quand je me lance full-time en 2014, je décide de passer en argentique uniquement. Ouais. Ce qui n'était pas le cas quand je shootais quand j'étais à côté de mon job. Oui. Donc je dis, tu sais quoi, comme il faut aller vers 6-7 000 €, il faut que la montée en gamme, elle se fasse rapidement. Donc, que de l'argentique. Ah ouais, d'accord. Parce que c'était le truc à l'époque qui te permettait d'avoir des mariages haut de gamme, etc. Et je fais mon premier mariage après avoir quitté mon job. Je me rappelle, il était à Saint-Émilion, client américain. Et je suis super content du résultat. Je vois les scans qui reviennent de Richard Photolab, qui était mon labo de l'époque, etc. Je vois le truc, je dis trop cool. Puis il y avait avec ce truc-là, avec l'argentique, où tu vois les photos 2 semaines après. Donc je dis, putain, elles sont vraiment cool. Je soumets à Style Me Pretty, qui était la grosse publication du moment. Ils le prennent. Je dis, franchement, je suis dans un fauteuil. Mais pas de réponse des clients. 2 semaines après, les clients m'envoient un mail. On n'aime pas du tout les photos. Wow. Et je reçois ce message pendant que je suis en train de shooter le 2e mariage. Genre, je le reçois pendant, j'ouvre mon téléphone, c'est pendant la cérémonie. Coup de chaud, là, non? Et là, coup de chaud, je me dis, gars, tu viens de claquer ton job. Tu t'es lancé full time. Le premier mariage que tu fais, t'as jamais eu de problème avec tous ceux que t'as fait avant. Le premier que tu fais en argentique, les mecs, ils te disent qu'ils aiment pas les photos. Wow. Et en fait, pour avoir bien creusé, je me suis rendu compte que c'est juste la mariée qui aimait pas l'image qu'elle avait d'elle-même. Ah, c'est pas les photos en elles-mêmes, c'est juste... C'est pas les photos en elles-mêmes, parce que quand tu creuses, elle te dit, oui, mais en fait, pourquoi tu m'as shooté sous cet angle-là, alors que mon meilleur angle... Et en fait, il y avait aucun angle qui lui convenait. D'accord. Parce que c'était juste quelqu'un qui avait un problème avec son image. D'accord, ok, je comprends. Et donc, en fait, ça m'a vachement appris, parce que
À laisser aller aussi. Alors, ça m'est pas arrivé beaucoup dans ma carrière, mais ça m'est arrivé 2-3 fois des gens qui me disent on n'aime pas les photos. D'accord. C'est toujours des gens qui ont un problème avec leur image. Ouais, c'est pas pour toi. Ouais. Et en fait, ça a été très dur parce qu'il manque de peau, ça m'arrive sur le premier où je viens de quitter mon job. Ouais. Mais ça m'a vachement appris. Ok, super. Merci pour ces précisions. D'un point de vue un petit peu plus perso, ta chanson préférée? Ma chanson préférée, alors de toute façon, je suis pas ouvert au débat sur le sujet. C'est la meilleure chanson de tous les temps, c'est Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Ok, ta marque de vêtements préférée? Ma marque de vêtements préférée, je suis relativement basique, moi. J'aime bien les cheveux Uniqlo, mais si je veux citer une marque, je dirais Ami. J'aime bien Ami aussi. Ok. Et pour terminer, ta destination préférée? Ma destination préférée, j'ai peur de dire les mêmes que Rim, mais c'était nos deux choix pour se marier. Ouais. C'était soit Bali, soit... Alors, elle a dit la Californie, moi je serais même plus précis que ça. C'est Big Sur, qui est notre endroit préféré en Californie. D'accord, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre au final. Et donc Bali, on s'y est marié l'été dernier, et Big Sur, on emmène les enfants pour un road trip c'est cet cool, été. ça. Ouais. Ok, bah super. Je pense que tu vas nous partager ça, peut-être quelques petites Peut-être prises. quelques photos, on ne sait pas. Ça marche. Merci en tout cas, Greg. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager pour ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui? Bah écoute, je l'ai dit, je pense que ce qu'on fait, c'est un métier extraordinaire. Moi, ça fait 15 ans, dont 10 ans full-time. Je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible pour moi, à quel point je m'éclate. Et quand je parlais de mon enfance ou de cette période que j'ai vécue aux États-Unis où je voyais ces mecs en disant putain, ils bossent à des terrasses et tout, je trouve qu'on a la chance de faire ça. Bien sûr. Donc c'est un métier exceptionnel. Il faut pas le ruiner, dans le sens où il faut avoir un plan, il faut s'accrocher. Ça peut paraître dur certains moments, mais il faut savoir où on va. Il faut acquérir quelques compétences quand même d'entrepreneuriat et quelques compétences business qui vont aider. Mais en tout cas, j'espère que ce métier va durer très longtemps. Je dis j'espère parce qu'il a déjà eu énormément de mutations en 15 ans. Les réseaux sociaux, Instagram, etc. J'espère qu'il va durer le plus longtemps possible parce que je le trouve absolument formidable. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui de vivre de ma passion. Donc, j'espère que ça va durer. Super. En tout cas, tu es une grande source d'inspiration, je pense, pour beaucoup de photographes. Et merci en tout cas d'avoir partagé tes conseils, tes astuces, du coup, pour pouvoir prétendre à effectivement évoluer vers des mariages. Bah merci à toi et puis merci de faire ce que tu fais avec ce podcast parce que moi, je suis toujours très encourageant des gens qui prennent des initiatives dans ce métier-là. Donc, merci à toi. On essaye. Dernier mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux ou autre? Sur les réseaux, essentiellement Instagram. Ok. C'est ma plateforme préférée. Il y a ma fille qui a essayé de me mettre le pied à l'étrier à TikTok récemment. Ok. C'est pas un grand succès pour le moment. Mais peut-être que ça va venir avec le temps. Je sais pas. Je suis encore perplexe sur le sujet. Okay. Donc, essentiellement Instagram. D'accord. Ok, super. Bah, merci en tout cas, Greg. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Un plaisir partagé. Merci à toi, Romain. Merci beaucoup. L'équipe, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. On est ensemble. C'est votre photographe préféré. Ciao, ciao.